Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Nîmes, 1952, 27 octobre, 18h30. Les consommateurs jouent aux cartes au café de la Comédie attenant au théâtre. Un agent de police cycliste faisant une ronde aperçoit une lueur. Se rend compte que le feu s'est déclaré au théâtre et se précipite au syndicat d'initiative pour prévenir police secours. Quelques minutes plus tard, la foule silencieuse, qui se masse, contenue par le service d'ordre, voit avec horreur des flammes jaillir du toit au-dessus de la scène du théâtre et monter à plus de 50 mètres de hauteur dans le ciel constellé d'escarbilles incandescentes. Le théâtre, intérieurement revêtu de bois, est désormais condamné. Et la foule, recueillie dans une immobilité poignante, peut voir les artistes rameutés pleurer, tout en faisant la chaîne pour éloigner les costumes qu'un courageux pompier lance d'une fenêtre. Les pierres de la corniche commencent à tomber morceau par morceau. Le grand théâtre meurt, après une vie de 2 siècles, devant la ville entière, consciente que c'est une partie de son âme qui s'échappe en flammèche. Le 28 octobre, tandis que ce qui reste du théâtre de Nîmes, incendié la veille, reçoit, sous l'insolite éclat d'un soleil indifférent, l'hommage ininterrompu d'une foule consternée, l'inspecteur Bénet de la police judiciaire commence une enquête de routine. Le théâtre a flambé, certes, mais pourquoi? Il s'agit sans doute d'un accident stupide, mais lequel? Les artistes et les membres du personnel se sont rassemblés par force d'habitude devant l'entrée des artistes, devant ces ruines fumantes, où s'activent toujours les pompiers. C'est ainsi que l'inspecteur Bénet a connaissance des premiers témoignages qui font ressortir la soudaineté du sinistre. Maître Fichenet, chef d'orchestre, raconte. Nous étions dans nos appartements, ma femme et moi, en train de répéter. Soudain, nous avons entendu un crépitement insolite. « C'est la pluie ou la grêle ?» a demandé ma femme. Il m'en semblait que ce bruit inquiétant provenait de l'intérieur du théâtre. Par acquis de conscience, je me précipite au foyer de la danse. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la salle même. J'ouvre donc la lourde porte métallique qui sépare le foyer de la scène. Ouh! Une bouffée de chaleur me saute au visage. En même temps, j'aperçois une lueur fulgurante du côté des cintres, côté jardin. Et déjà, le plafond de la scène n'est plus qu'un brasier. Et le chef d'orchestre conclut, « Je n'ai que le temps de fermer précipitamment la porte et de donner l'alarme. » Derrière la façade étrangement préservée, il ne reste qu'un amoncellement de poutrelles tordues, de murs croulants, de planchers calcinés, où règne une fièvre intense. La police recueille les témoignages. Au magasin des accessoires, un sous-lieutenant de pompiers et 2 sapeurs sont en train de diriger leur lance sur des amas de poutres encore fumantes lorsque le sol s'effondre. Les 3 hommes font une chute d'une dizaine de mètres. Comme 6 autres sapeurs ont déjà été hospitalisés, le capitaine des pompiers déclare « Certes, ce n'est pas cela qui remontera notre théâtre, mais s'il y a un responsable, j'aimerais bien qu'il soit connu. » L'incendie a gravement perturbé le circuit électrique du quartier et les employés de l'EDF essaient d'y remédier, en même temps qu'ils essaient de vérifier l'hypothèse émise par la presse selon laquelle un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mais M. Dauby, chef électricien du théâtre qui loge sur place, n'est pas d'accord. Voici la version des faits qu'il donne à l'inspecteur Bénet. Il s'entretenait avec un machiniste lorsqu'il entendit une déflagration. Il arriva sur scène pour constater que la frise supérieure de la scène était en feu sur toute sa longueur. Une déflagration? Vous voulez dire une explosion? Mais comment l'expliquez-vous? L'explosion qui m'a alerté? C'était sans doute l'éclatement de la verrière supérieure. C'est normal, affirme M. Dauby. Le vitrage est en effet conçu de façon à se briser dès que la température intérieure devient excessive. La fumée de l'incendie est évacuée ainsi, de manière à ne pas asphyxier les spectateurs si le sinistre éclate en pleine représentation. Mais aussitôt, les flammes aspirées par l'appel d'air qui s'est produit ont grandi, et ce fut le commencement de la catastrophe. Quant aux causes de l'incendie, le chef électricien est formel. Il ne peut pas s'agir d'un court-circuit. Depuis la fin de la représentation des pêcheurs de perles, c'est-à-dire depuis 1h du matin, le courant avait été coupé partout, sauf dans la loge du concierge, le bureau de la direction, mon propre appartement, qui justement ait été préservé. M. Dauby ajoute
Il aurait mieux valu d'ailleurs que le feu se déclare pendant que la scène est occupée. On s'en serait aperçu tout de suite. Tandis que là, je suis intervenu trop tard. Il m'a été impossible de manœuvrer la manche d'incendie intérieure, tant la température était devenue insupportable. Selon le concierge du théâtre, le feu a bien pris, ironie du sort, à cette partie des scènes qu'on appelle le grill. Il a voulu se précipiter pour ouvrir les vannes du grand secours, mais les flammes l'empêchèrent de l'atteindre. Comme tout était éteint dans le théâtre depuis la veille au soir, et que le lundi est jour de congé pour tout le personnel, il est impensable qu'un court-circuit soit à l'origine de l'incendie. Mais si ce n'est pas un court-circuit, qu'est-ce que c'est? C'est alors que la police reçoit une première lettre anonyme. « Cherchez, dit cette lettre, si l'incendie ne serait pas la vengeance d'un artiste. » C'est tout. Malgré sa répugnance, la police tient toujours compte des lettres anonymes. Aussi l'inspecteur rend-il visite à M. Francis Lenzi. M. Lenzi, né à Alger, âgé de 58 ans, après une respectable carrière de ténor, a été nommé directeur de l'opéra en 1949. M. Lenzi est encore mal remis de ses émotions. Il vient de vivre une nuit de cauchemar. Croyez-vous qu'un artiste de votre troupe pourrait avoir volontairement causé l'incendie, demande l'inspecteur Bénet. « C'est impensable, répond M. Lenzi, après avoir hésité quelques secondes. Le commissaire insiste. « Avez-vous congédié quelqu'un récemment ?»« Oui, un jeune choriste. Mais ça ne peut pas être lui. » « Pouvez-vous tout de même m'en parler en détail ?» Alors M. Lenzi raconte que quelques semaines auparavant, il est allé à Paris pour engager des choristes. Il a notamment ramené Joës Faès, le fils adoptif d'une certaine Eva Clossé, qui est d'ailleurs venu avec lui à Nîmes. Tout de suite, M. Finet, metteur en scène, et M. Fichenet, chef d'orchestre, se sont acharnés contre le garçon. Ils le trouvent minable. Il est vrai que M. Lenzi lui a fait passer 2 auditions et qu'elles n'étaient pas brillantes. M. Aimé, le directeur financier, voulait donc qu'on le renvoie. Mais M. Lenzi, lui-même ancien ténor, et qui connaît bien la misère de son monde, a expliqué qu'il était venu de Belgique avec sa mère et qu'il faudrait peut-être attendre la saison prochaine pour décider d'un renvoi, quitte à effectuer une coupure dans son salaire. Mais messieurs Aimé et Finet ne veulent rien savoir. M. Lenzi a donc annoncé le renvoi de son fils à Eva Clossé, accablée. Et il lui a promis de l'engager, elle, à la saison prochaine, s'il le peut. C'était le lundi, jour de relâche, 18h, lorsque le comptable vient faire sa comptabilité. M. Lenzi lui a donné le peu d'argent qui revenait à son fils, avec une gratification. Eva Clossé a voulu ramasser les affaires de son fils dans sa loge, car le train pour Paris part à 21h30 le soir même. M. Lenzi a appelé Louis, le garçon de course, pour qu'il accompagne Mme Clossé aux loges. Il les a vus descendre tous deux. Depuis, aucune nouvelle. Une enquête rapide auprès des autres artistes permet à l'inspecteur Bénet de se faire rapidement une opinion sur le jeune Joës Faès. Joës, petit blondinet de 20 ans, élevé dans les jupons de sa mère adoptive, en dehors des leçons de chant qu'elle lui donne, s'amuse à découper des soldats en papier qu'il colle sur du carton. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joës n'est pas particulièrement doué. Son ambition est d'être un ténor comme Luis Mariano. Son air favori, c'est la belle de Cadix, qu'il massacre d'ailleurs sans vergogne et sans se soucier des voisins. L'inspecteur décide néanmoins de se rendre à l'hôtel où le jeune homme résidait avant son départ. Il est très surpris de le trouver là. Ce n'est pas un jeune homme, mais tout au plus un garçonnet filiforme, sans consistance. Et le commissaire songe à abandonner cette piste. En effet, s'il était l'incendiaire, il est probable qu'il aurait pris le train dès son acte criminel accompli. Le garçon confirme à peu près le témoignage de M. Lenzi, mais nie formellement avoir mis le feu au théâtre et paraît sincère. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti à 21h30 ?»« Ma mère a remis notre départ. » Le commissaire n'insiste pas, la mère, Eva Clossé, n'étant pas là, il pense revenir la voir un peu plus tard. Mais, de retour à la police judiciaire, boulevard Jean Jaurès, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation d'un coupable inattendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, je vous l'ai dit, chers amis, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation du coupable, car il y a un coupable. Le premier événement, c'est une lettre anonyme parmi tant d'autres lettres, toutes plus farfelues les unes que les autres, qui déclare sans détail superflu « L'incendiaire du théâtre, c'est Eva Clossé ». La lettre adressée à l'inspecteur est là depuis le matin même, mais l'inspecteur hésite. Eva Clossé
ne peut être coupable puisque M. Lenzi l'a vu quitter le théâtre en compagnie du garçon de course Louis. Il décide donc de convoquer ce dernier pour l'interroger. Maintenant, imaginez la scène, chers amis, car tout va se jouer en quelques minutes. Il y a là, outre l'inspecteur Bénet, assis derrière son bureau, le capitaine des pompiers, debout près de sa fenêtre, le représentant des compagnies d'assurance, vêtu de noir, malgré la chaleur, et enfin un policier belge qui vient d'arriver et qui transpire à grosses gouttes. En effet, l'inspecteur a demandé des renseignements sur plusieurs artistes. Or, Joësse Faès et Eva Clossé sont belges. La police belge, ayant eu à s'occuper d'eux, plutôt qu'un froid et probablement incomplet rapport, a préféré envoyer ce policier. Tous écoutent ce dernier. Va-t-il leur apporter la lumière? L'amour du théâtre lyrique est vivace à Liège, explique le brave policier, et quiconque a un peu de voix ne rêve que d'entrer un jour à l'Opéra de Paris ou à la Monnaie de Bruxelles. C'est le cas en 1906 pour une jeune fille, la petite Eva Clossé, qui vocalise à longueur de journée. Mais elle est fort peu douée physiquement et vocalement. Elle obtient pourtant au Théâtre Royal de Liège en 1930 un petit bout de rôle. Tout émue, elle foule pour la première fois les planches. C'est le plus beau jour de sa vie. Elle se fait photographier en Mireille, assise sur un tronc d'arbre, commande des cartes de visite portant simplement Eva Clossé, artiste lyrique, et devient la femme d'Henri Faès, jeune premier comique, au Théâtre Royal de Liège. C'est à cette époque qu'une sœur d'Eva, alors célibataire, a l'imprudence d'avoir un enfant. Le bébé est d'abord élevé par la grand-mère, puis, pour permettre un riche mariage à la mère de l'enfant et faire plaisir à sa femme, Henri Faès adopte le gamin qui portera désormais le nom de Henri Joësse Faès. En 1934 et 1935, Eva Clossé atteint le sommet de sa carrière en jouant des rôles de duègne en second. C'est ensuite, insensiblement, par petites étapes, l'écroulement d'un beau rêve. Pour vivre, les cachets du Théâtre Royal devenant insuffisants, Eva Clossé et son mari font de la baraque, c'est-à-dire du théâtre ambulant. Là, au moins, Eva a la possibilité de jouer des rôles dépassant ses moyens. Un grand malheur doit compromettre définitivement sa faible réussite. Elle devient asthmatique, ce qui est une catastrophe pour une chanteuse. Son unique joie, c'est son petit Joësse qu'elle gâte plus qu'une mère. Le bambin, plutôt malingre, grandit dans cette ambiance de comédien perpétuellement en tournée. En 1942, Henri Faès et Eva Clossé divorcent pour incompatibilité d'humeur et elle reste seule avec son Joësse, espérant que plus tard, il sera un grand artiste. À ce point du récit du policier belge, l'inspecteur Bénet et le capitaine des pompiers deviennent très attentifs. Comme le portrait de la femme qui se dessine devant eux est très compatible avec celui de l'incendiaire par dépit ou par vengeance, l'inspecteur envoie immédiatement 2 policiers chercher Eva Clossé à son hôtel. Mais le représentant des compagnies d'assurance, pour qui la culpabilité d'Eva Clossé mettrait fin à tout espoir de recours, rappelle qu'elle ne peut pas être l'incendiaire puisqu'elle a quitté le théâtre en compagnie d'un garçon de course. Le policier belge demande l'autorisation de tomber la veste. S'épongeant le front avec son mouchoir, compulsant ses notes, il poursuit son rapport. Devant la détresse croissante d'Eva Clossé et son amour du métier, la direction du Théâtre Royal l'engage comme souffleuse. Elle retrouve ainsi l'ambiance des coulisses et de la scène. Hélas, blottie dans le trou du souffleur, les poussières lui brûlent la gorge, lui provoquant des crises d'asthme intolérables. Désespérée, après 2 représentations seulement, elle rentre dans son modeste logement pour se consacrer uniquement à l'avenir de Joësse. En attendant la gloire qui doit couronner plus tard le talent de son fils adoptif, elle se fait embaucher comme manœuvre à la Fabrique nationale d'armes de Liège, où elle fait également entrer Joësse. Tous deux, après un court stage, doivent quitter la Fabrique nationale. Eva pour son asthme, Joësse pour incapacité notoire. Les allocations de chômage et de maladie sont désormais leur seule ressource. Toute la journée, Eva, entre 2 quintes de toux, apprend à chanter à Joësse et de temps en temps fait de la baraque avec une tournée de province. Au mois de septembre 1952, elle joue encore dans La Porteuse de pain. Seulement, comme elle est inscrite au chômage, cela se sait, et elle se voit réclamer, comme indûment touchée, la somme de 7 500 francs belges, ce qui motive une enquête de la police belge. C'est le coup final, il faut trouver d'urgence quelque chose, quitter Liège, elle emprunte 2 000 francs belges à sa sœur, la mère de Joësse, et part pour Paris. Voilà. Voilà le rapport de la police belge, il s'arrête là. Tous les hommes se regardent. Eva Clossé n'est-elle pas une incendiaire possible? Oui, mais on l'a vu quitter le théâtre avec un garçon de course, rappelle le représentant des compagnies d'assurance. Alors on décide d'entendre le garçon de course qui vient d'arriver. Mais pas du tout, dit celui-ci. J'ai accompagné Madame Clossé jusqu'à sa loge, mais pendant qu'elle ramassait les affaires de son fils, on m'a appelé pour aller chercher le courrier. Quand je suis revenu,
Madame Closset n'était plus là. J'ai cru qu'elle avait quitté le théâtre. À ce moment, le téléphone sonne sur le bureau de l'inspecteur. Ce sont les policiers qui appellent de l'hôtel où ils sont venus chercher Eva Closset pour signaler que celle-ci s'est absentée. Le gosse est-il là? Oui? Alors ramenez-le. Mais l'inspecteur a tout juste le temps de raccrocher qu'on lui annonce qu'une femme vient de se présenter et qui demande à le voir. Qui est-ce? Eva Closset. Faites entrer. Pâle, les mains légèrement tremblantes, mais affichant un calme hautain, Eva Closset jette un regard sur les hommes autour d'elle, puis, avant même qu'ils aient le temps de se retirer, elle déclare « C'est moi qui ai mis le feu au théâtre. » Et la malheureuse raconte comment elle est arrivée avec son fils adoptif à Nîmes, toute pleine d'un dernier espoir. Comment, le soir de la première de la Juive, perdue parmi les spectateurs du poulailler, elle essayait de distinguer son protégé dans l'essaim des acteurs gesticulants, minuscules, en bas sur la scène. Joël ignorait sa présence. Ce fut la seule soirée d'Eva au théâtre. Le dimanche soir, après la 3e représentation, Joël rentre la tête basse. On voulait le licencier pour insuffisance. « C'est à ce moment-là que vous avez conçu votre projet criminel ?» demande l'inspecteur Bénet. « Non. Mais j'ai vivement protesté auprès de M. Lenzi. J'ai fait remarquer qu'il était abusif de nous faire venir de Belgique, mon beau-fils et moi, pour nous laisser sans travail. Le directeur m'a finalement fait savoir qu'une répétition aurait lieu le lendemain à 11h, que mon beau-fils et 3 autres choristes également congédiés auraient une chance de se repêcher. L'audition eut-elle lieu? La voix d'Eva Closset prend un accent mi-dramatique, mi-vindicatif. Oui, si on peut appeler ça une audition. Les 3 autres choristes ont été retenus. Quant à mon fils, M. Lenzi lui a dit seulement qu'il me recevrait dans son bureau vers 18h. Avez-vous répondu à cette convocation? Oui, elle a répondu. Mais elle ne se faisait pas d'illusions. Et elle ne savait même pas comment payer l'hôtel. Comme c'était l'écroulement de 10 ans d'espoir, la fin de toutes ses ambitions, désespérée, elle a été boire dans un café. J'ai dû boire un peu trop, dit-elle. Je pleurais, je racontais ce qui nous était arrivé. Autour de moi, les gens me disaient qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis repassé à l'hôtel, j'ai mis dans ma valise une bouteille d'alcool et des vieux chiffons. Je suis allé au théâtre vers 18h pour m'entendre dire que mon fils ne pouvait pas figurer dans la chorale du théâtre et qu'il me restait à passer la caisse pour toucher les 8 jours de salaire qui nous étaient dus. J'ai demandé que l'on me permette de prendre ma valise car je désirais m'en aller immédiatement. Le garçon de course du théâtre m'accompagna jusqu'à la loge. Comme je descendais l'escalier des artistes, le garçon de course fut appelé par un autre membre du personnel. Il s'excusa, prit congé. Je m'emparai alors de ma valise et après avoir traversé l'escalier des danseuses, j'entrai sur la scène. Je sortis de ma valise la bouteille d'alcool à brûler, j'en projetai le contenu sur les décors côté jardin et y mis aussitôt le feu. Une grande flamme s'éleva, montant jusqu'au cintre. La progression du feu fut-elle rapide? Très. Je n'eus que le temps de m'enfuir précipitamment. À 100 mètres du théâtre, j'entendis des gens crier « Au feu !» En me retournant, je vis effectivement des flammes et d'énormes volutes de fumée. Qu'avez-vous fait de la bouteille vide? Je l'avais emportée dans ma valise. Mais j'ai été prise de panique. Je l'ai jetée sur le sol, où elle s'est fracassée. Les débris de la bouteille seront effectivement retrouvés au lieu indiqué par l'incendiaire. Eva Closset rentre alors dans son hôtel, où elle voit les petites danseuses engagées au théâtre qui pleurent parce qu'elles ne vont plus avoir du travail. Elle ne prend pas le train, passe une nuit sans dormir, et attend 8h du matin l'ouverture de l'église Saint-Paul pour se confesser. Le prêtre lui conseille de tout avouer, mais elle n'en a pas le courage. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Aussi, rentrée chez elle, elle écrit à la police la première lettre anonyme, celle qui indique seulement le mobile du crime. Le lendemain, dans une seconde lettre, elle révèle au commissaire le nom de la criminelle, et comme les policiers tardent à venir, elle décide de se constituer prisonnière, croisant sans le savoir les 2 inspecteurs qui viennent l'arrêter et qui ne ramèneront que Joël. Vouliez-vous mettre le feu au théâtre? Non. Non, je voulais faire peur. Jamais je n'aurais imaginé que l'incendie prenne de telles proportions. Quelques instants plus tard, elle est inculpée d'incendie volontaire dans un lieu habité. C'est la cour d'assises. Elle risque la peine de mort.
En sortant pour aller à la prison, elle rencontre son fils adoptif dans les couloirs de la PJ. Elle lui dit « C'est pour ton honneur, mon chéri, que j'ai fait cela. » Joëce, à qui le destin décidément n'accorde que des rôles lamentables, se retourne. « Tais-toi, lui dit-il. T'as brisé ma carrière. » Quand il apprend la nouvelle, son ex-mari, Henri Faès, qui fait de la baraque près de Bruxelles, et qui n'a pas revu depuis 10 ans son fils adoptif Joëce, ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. C'est une drôle d'idée d'aller mettre le feu à un théâtre. Je n'admets pas ça. Pendant ce temps, Eva Clossé, qui fait de la prison préventive, se fait aimer de tous grâce à son humilité. Le dimanche, le prêtre, qui l'a confessé à Saint-Paul, l'a fait chanter à la messe. Elle n'a pas un sou, même pas une cigarette. Personne ne vient la voir, personne ne s'occupe d'elle, même pas son fils adoptif. Quand vient le procès, le 10 juillet 1953, comme Eva Clossé n'a pas d'avocat, c'est un ami de M. Lenzi qui se proposera gratuitement. Pendant le procès, l'avocat, pour défendre Eva Clossé, prétendra qu'elle fut autrefois la maîtresse de Francis Lenzi. Celui-ci, très sincèrement peiné de la situation de la malheureuse, ne protestera pas. Mais messieurs Aimé, Finet et Fichenet lui en voudront à mort de ne pas charger davantage Eva Clossé et de se déclarer convaincue qu'elle n'avait pas l'intention d'incendier réellement le théâtre. Eva Clossé est condamnée à 7 ans de prison. Toutefois, sa conduite est telle qu'elle sera relâchée plus tôt. Elle deviendra, paraît-il, infirmière dans un asile de débiles mentaux. Ridiculisé par ce procès, en proie à la haine, sa carrière brisée, Francis Lenzi, le directeur du théâtre, devra quitter Nîmes pour entrer comme employé de bureau aux établissements Dienner, 125 boulevard Haussmann. Et Joëce? Oui, Joëce, au fait, qu'est-il devenu? Pouf. Au moment du procès, il était manutentionnaire à Nîmes. Mais mérite-t-il vraiment que nous cherchions à en savoir plus? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.